Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce sont en échange cette semaine à l'ADA, propriété intellectuelle et développement industriel. Voilà la thématique autour de laquelle ils se sont réunis. Les détails dans cette édition. Nouvelle crise politique au Mali, la junte a arrêté le président et le premier ministre de la transition. Ce lundi, ils ont été conduits par les militaires au camp de Kati. Ceci intervient suite à la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis, un an jour pour jour que l'Afro-Américain George Floyd a été abattu à Minneapolis, aux États-Unis, le président américain a décidé de recevoir la famille du défunt ce mardi. Bienvenue à toutes et à tous. La première rencontre d'échange au titre de l'année 2021 des directeurs départementaux de l'industrie et du commerce a débuté ce mardi pour prendre fin le vendredi prochain. Le thème central des réflexions est propriété intellectuelle et développement de l'industrie au Bénin. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général de la préfecture d'Alada. Une rencontre organisée par la direction départementale de l'Atlantique et du littoral. Suivons ici la directrice départementale Atlantique Littoral, Emine Khodonou-Savi, qui nous donne plus de précisions au micro de Laurent Roland Todenkes et Jean-Baptiste Boucault. Oui, nous nous réunissons 2 fois par an, généralement, pour échanger sur nos capacités d'exercice dans nos diverses fonctions. Donc, il faut dire, cette année, c'est la direction départementale de l'industrie et du commerce Atlantique Littoral qui organise et reçoit ses collègues des 5 autres doubles départements. Voilà. L'objectif fondamental, c'est de renforcer nos capacités en tant que directeurs départementaux. Comment nous allons faire pour nous perfectionner davantage dans l'exercice de nos fonctions, ce que nous faisons d'habitude à travers nos attributions qui nous sont allouées, comment nous allons faire pour perfectionner cela et avoir un bon rendement. En dehors de ça, il y a plusieurs autres communications qui seront présentées. Nous avons invité déjà pour ce soir le directeur de l'administration et des finances de notre ministère. Nous avons invité également le directeur de la programmation et de la planification qui viendront nous outiller sur le suivi des carrières et également sur la comptabilité matière. Donc voilà, et en dehors de ça, il y a d'autres communications. Demain, par exemple, nous aurons la visite du directeur général de l'ANAPI où il y a 2 cadres qui vont nous outiller sur ce que c'est que la propriété intellectuelle, comment protéger son patrimoine matériel et immatériel, comment à travers la propriété intellectuelle nous pouvons booster le développement industriel. Rendons-nous maintenant dans le département du Mono où les directions départementales des enseignements s'activent pour la bonne organisation de ces examens, des examens scolaires. Ils ont chacun, en ce qui les concerne, fait le point des préparatifs des examens du CEP, du BEPC et du BAC à la conférence administrative départementale du mois de mai 2021 qui s'est déroulée à la préfecture de Lokossa. Jonas Bouchi pour le compte rendu. Le département du Mono a connu cette année une baisse de l'effectif des candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. C'est ce qui ressort de la communication du directeur départemental de l'enseignement secondaire à cette 5e conférence administrative départementale de 2021 à la préfecture de Lokossa. Au niveau du BEPC, nous avons 6 767 candidats. Pour ce qui est du baccalauréat, nous avons autour de 4 000 candidats. Les statistiques effectives nous viendront de l'office du baccalauréat. En général, il y a eu baisse pour ce qui est de ces effectifs. Nous avons enregistré en lien avec la baisse des effectifs la fermeture du centre du CEG1 à Gatogbo. Et pour le baccalauréat, c'est le CEG3 Lokossa.
Contrairement au secondaire, le nombre des candidats a augmenté au niveau du CEP. Lambert Bossou, directeur départemental des enseignements maternels et primaires du Mono. Nous avons au total 13 995 candidats, 7 505 garçons et 6 490 répartis dans 50 centres dans le département du Mono. L'effectif des candidats a évolué. L'année dernière, il y avait 11 630 candidats. Or, cette année, il y a 13 995 candidats. En ce qui concerne la formation pédagogique des candidats, les deux directeurs départementaux rassurent d'une bonne exécution des programmes. À la date d'aujourd'hui, les programmes dans les classes d'examen sont achevés ou presque achevés. Actuellement, nous sommes à la phase des travaux de renforcement, des travaux de remédiation pour mieux préparer les candidats. La plupart des directeurs ont terminé le programme dans pratiquement tous les champs de formation. Tout ce que nous avons mis en œuvre jusque-là nous donne l'assurance que le département du Mono sortira la tête haute de cet examen. Le préfet du Mono invite les parents à assumer leur accompagnement nécessaire pour la réussite des enfants. À la lumière de la présentation qui m'a été faite, je me rends compte que les directeurs, les enseignants ont fait l'essentiel. La présentation m'a rassuré. Je peux dire à l'instant que tout est fait prêt pour que les candidats puissent aller composer dans de bonnes conditions. Il reste que les parents doivent également jouer leur rôle. Ils doivent accompagner les élèves pour ces quelques semaines qui restent. Et je suis sûr, s'ils arrivent à le faire, nous aurons encore de bons résultats. L'année passée, le département du Mono a occupé 1er, 3e et 9e rang au plan national pour les examens du BPC, BAC et CEP. Le grand souhait des autorités cette année est de pouvoir maintenir le cap. Et on reste dans le registre de l'éducation pour parler des méthodes à adopter pour réussir son examen. La réussite à un examen dépend en grande partie des efforts fournis par le candidat tout au long de l'année scolaire. Suivez ici les conseils d'une spécialiste en sciences de l'éducation pour de bonnes révisions. Elle est au micro de Clémence Tonokwe et Jean-Baptiste Boko. Je suis candidat ou candidate. C'est le premier jour où j'ai mis pied dans ma classe d'examen, que ce soit le CM2, la classe de 3e ou la terminale, que je m'engage pour ma réussite. Et s'engager pour sa réussite, c'est se planifier. Donc la planification, c'est la gestion personnelle de son temps de travail, en dehors de ce qui est fait, les emplois du temps officiels. Le candidat doit avoir lui-même son emploi du temps personnel de travail qui chevauche avec l'emploi du temps de l'école. Je donne l'exemple d'une simple journée. Si je commence ma journée à mon réveil à 5 heures, c'est-à-dire mon emploi du temps de travail commence de 5 heures jusqu'à l'heure où je me couche. Et ça tous les jours. De 5 heures à 6 heures, qu'est-ce que je fais? De 6 heures à 7 heures. Je sais qu'à partir de 7 heures ou 8 heures, je serai à l'école. Donc, au moment où je suis à l'école, ça suppose que je n'ai plus moi-même qui travaille. Je suis soumis au rythme de l'école. Mais à l'heure de pause, entre midi et 15 heures, je reviens à moi-même. Donc, je dois m'organiser pour pouvoir travailler. Et c'est pareil l'après-midi jusqu'à l'heure de se coucher. C'est ce même emploi du temps qu'on doit continuer par exploiter, à l'exception que cette fois-ci, c'est la période des révisions. Il faut plus axer sur la reprise des devoirs de classe déjà faits, les examens, les épreuves. Le travail personnel a un grand pourcentage dans la réussite de l'apprenant. Parce qu'il faut se jauger et voir là où il y a encore des insuffisances, là où il y a encore des lacunes et pouvoir remédier à ça si on le peut soi-même ou demander de l'aide auprès des professeurs, des maîtres ou d'un tiers.
Investiture du président Talon, on en parle encore. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a organisé juste après la cérémonie d'investiture une cérémonie à l'endroit de une réception à l'endroit de tous ses coordonnateurs venus de tous les départements du Bénin. L'événement s'est déroulé au siège du parti à Adekongbe en présence de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio. Compte rendu Samson Oké et Fiak Voriton. Le président de la République, Patrice Talon, est officiellement entré dans ses fonctions depuis ce dimanche 23 avril 2021 à travers une cérémonie de prestation de serment à Porto Novo. Une occasion de grande réjouissance pour le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Ici, à son siège à Dekongbe, tout a été réuni pour marquer l'événement. Je suis très fière de mon engagement. Je suis très fière aujourd'hui, jour de Pentecôte, mais néanmoins vous avez vu nos coordonnateurs, c'est des coordonnateurs, c'est pas des militants. On a sélectionné des coordonnateurs pour venir à la fête et dans les localités, nous avons organisé des fêtes pour les militants. Voilà, nous avons fêté et nous continuons de fêter. Et je crois que l'Esprit Saint va l'accompagner pour ce second mandat. C'est aussi une occasion pour le parti du maïs nourricier d'enregistrer plus d'une centaine d'adhésions. Pour la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, chaque Béninois a sa place dans l'UDBN. Les portes de l'UDBN sont ouvertes à tous les Béninois. À tous les Béninois, effectivement, nous nous occupons correctement de nos militants. Nous sommes à l'écoute de jour comme de nuit. Quand ils nous appellent, on est là. Donc je crois que c'est pour ça qu'on a autant d'adhésions. L'UDBN est un grand parti, un parti national. Au cours de cette réjouissance, la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, a offert un ordinateur portatif flambant neuf au premier du Bénin au bac 2020, série B, avec la promesse de prendre en charge ses frais de scolarité jusqu'à l'obtention de son master ou sa maîtrise. Cette fête a été aussi marquée par une réception offerte par la présidente à tous ses coordonnateurs venus de tous les départements du Bénin. La cérémonie s'est poursuivie dans la soirée avec la prestation de plusieurs autres artistes invités pour la circonstance. L'actualité sur le continent à présent, nouvelle crise politique au Mali. La junte a arrêté le président et le premier ministre de transition. Ils ont été conduits par les militaires au camp de Kati. Ces événements interviennent après l'annonce d'un nouveau gouvernement dont certains militaires ont été catés. Premier ministre Mokhtar Ouane ont été conduits dans le camp militaire de Kati, fief de la junte. C'est également là que l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta avait été emmené lors du putsch du 18 août 2020. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Nous condamnons ce qui s'est passé au Mali les dernières heures, le kidnapping du président et du Premier ministre, et nous soutenons la communication qui a été adressée par la CEDEAO et par l'Union africaine. Le comité local de suivi de la transition exige la libération immédiate et inconditionnelle de ces autorités et souligne que les éléments militaires qui les détiennent seront tenus personnellement responsables de leur sécurité. Profondément préoccupé par la détention des dirigeants civils de la transition malienne, j'appelle au calme et à leur libération inconditionnelle. Mon représentant spécial travaille avec la CEDEAO, l'Union africaine et les acteurs internationaux soutenant la transition politique en cours. Suite au coup d'État, sous la pression internationale, les militaires s'étaient pourtant engagés à rendre le pouvoir à des civils élus à l'issue de 18 mois de transition et non 3 ans comme ils l'estimaient nécessaire. Mais il y a 10 jours, face à une contestation politique et sociale grandissante, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement avec pour mission de former une nouvelle équipe. Le grand point d'interrogation était alors la place qui serait faite aux militaires. L'éviction de 2 éléments influents issus de
de la Junte, Sadio Camara et Modibo Koné, respectivement ministres de la Défense et de la Sécurité, pourraient avoir été la cause de ce coup de force militaire. Des événements qui interviennent dans un climat social et politique tendu. L'Union nationale des travailleurs du Mali a annoncé hier la reconduction d'une grève de 5 jours pour souligner l'échec des négociations avec les autorités de transition. Si l'objectif de ce remaniement était de présenter un gouvernement plus représentatif des acteurs de la société civile et de la classe politique, la junte, qui ne s'est pour le moment pas exprimée, ne semble pas encore prête à céder sa place. Un an jour pour jour que l'Afro-Américain George Floyd a été abattu à Minneapolis, aux États-Unis, le drame avait suscité un soulèvement populaire dans le monde entier avec le mouvement Black Lives Matter. Retour sur le drame. Le 25 mai 2020, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, meurt par asphyxie à Minneapolis. L'homme a été victime d'une technique d'immobilisation policière. Derek Chauvin, le policier, maintient l'interpellé au sol en appuyant avec son genou sur sa nuque pendant près de 9 minutes. Dès le lendemain, des manifestations s'organisent au cri de Black Lives Matter, malgré le limogeage des 4 policiers impliqués. Elles gagnent plusieurs villes américaines à l'instar de New York, Los Angeles ou encore la capitale, Washington. Face à ces contestations, Donald Trump, alors président des États-Unis, promet de stopper la violence collective. Il dénonce les agissements de gauchistes radicaux et menace de déployer l'armée. La mort de George Floyd provoque un mouvement mondial. Il devient le symbole de la lutte contre les violences policières et le racisme systémique. Le mouvement Black Lives Matter prend une ampleur internationale. Après 3 semaines d'un procès hors norme, Derek Chauvin est reconnu coupable le 20 avril 2021 du meurtre de George Floyd. L'ex-policier encourt 12 ans et demi de prison. Sa peine sera prononcée le 25 juin prochain. Des conditions aggravantes demandées par le procureur pourraient alourdir sa sentence. L'affaire George Floyd a bouleversé la politique américaine. En mars dernier, la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a adopté la loi George Floyd qui vise à réformer la police. Le texte prévoit l'interdiction des prises d'étranglement, de rendre obligatoire la collecte de données sur les interventions de la police ou encore de financer des programmes de police de proximité. Toutefois, le projet n'a pas encore été adopté par le Sénat. L'année dernière déjà, un projet similaire avait été rejeté par le Sénat à majorité républicaine. Ce schéma pourrait se reproduire cette année. Les républicains affirment que ces mesures pourraient empêcher la police de faire son travail efficacement. Ce 25 mai, Joe Biden a décidé d'accueillir la famille de George Floyd à la Maison-Blanche, 1 an, jour pour jour après la mort de leurs proches, tout un symbole. L'espace aérien européen fermé aux Biélorusses, la décision a été prise ce lundi au cours de la conférence extraordinaire des 27. L'Union européenne reproche au gouvernement biélorusse d'avoir détourné un avion vers Minsk pour pouvoir arrêter un opposant. Le gouvernement russe dénonce une politique de 2 poids, 2 mesures de l'Occident. Plus de précision dans cet élément. Bonjour, mon nom est Roman Protasevich. Hier, j'ai été détenu par les forces de l'ordre à l'aéroport de Minsk. Actuellement, je suis au centre de détention 1 à Minsk. Je peux affirmer que je n'ai aucun problème de santé, ni avec mon cœur, ni avec d'autres organes. Le traitement des fonctionnaires ici a été le plus correct possible et conforme à la loi. Maintenant, je continue à coopérer avec l'enquête et j'avoue avoir organisé des troubles de masse à Minsk. Ce sont les premières images de Roman Protasevich depuis son arrestation ce dimanche. Une vidéo a été publiée sur le réseau social Telegram où l'on peut apercevoir le journaliste opposant pour rassurer sur son état de santé. Son avion, qui effectuait un vol commercial entre Athènes et Vilnius en Lituanie, a été intercepté par un avion de chasse biélorusse. Placé sur la liste des individus impliqués dans des activités terroristes par Minsk, le journaliste de 26 ans a été arrêté à l'atterrissage de l'avion avec sa petite amie. Une interception de l'avion que le gouvernement biélorusse justifie par une alerte à la bombe. Le 23 mai 2021, à l'aéroport national de Minsk, le message suivant a été reçu en anglais de protonmail.com. Nous sommes les soldats du Hamas exigeant qu'Israël cesse de tirer dans la bande de Gaza. Nous exigeons que l'Union européenne retire son soutien à Israël dans cette guerre. Il y a une bombe dans cet avion. Si vous ne répondez pas à nos exigences, la bombe explosera au-dessus de Vilnius le 23 mai.
Compte tenu de la gravité de la menace reçue, les informations de l'aéroport national de Minsk ont été transmises aux autorités compétentes en matière de contrôle du trafic aérien. La communauté internationale ne l'entend cependant pas de la même oreille. Les États-Unis ont condamné les agissements biélorusses alors que l'Union européenne a appelé à la libération immédiate de Roman Protasevich et évoque des sanctions économiques et aériennes à venir pour la Biélorussie. On ne peut plus faire confiance à la sûreté et à la sécurité des vols passant par l'espace aérien de la Biélorussie et le Conseil adoptera des mesures pour interdire le survol de l'espace aérien de l'Union européenne et refuser l'accès aux aéroports de l'Union européenne, aux avions biélorusses. Roman Protasevich doit être libéré immédiatement. Les autorités biélorusses sont entièrement responsables de sa santé et de celle de sa compagne, Sofia Sapega. La Russie a de son côté appelé à la temporisation pour éviter que des conclusions et des décisions trop hâtives soient prises. Nous appelons à ce que cette situation soit analysée, non pas à la hâte, dans la précipitation, mais sur la base de toutes les informations disponibles. Surtout que le porte-parole du ministère biélorusse des Affaires étrangères a fait une déclaration détaillée et a souligné qu'en ce qui concerne cette question, les autorités biélorusses étaient prêtes à agir de manière transparente, qu'elles étaient disposées à se conformer à toutes les règles internationales et à garantir une transparence totale, y compris si nécessaire, en accueillant des experts internationaux. Je pense que c'est une approche absolument raisonnable. Cette situation n'est pas sans rappeler l'atterrissage forcé d'Evo Morales en 2013 sur le sol autrichien. Le président bolivien, qui effectuait un vol entre la Russie et son pays, s'est vu refuser de survoler les espaces aériens français, italiens et espagnols, dont les gouvernements soupçonnaient la présence à bord d'Edward Snowden, alors poursuivi par les États-Unis. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information. Merci pour l'attention et à demain.